peux demander à tout le monde de monter sur la scène. Un genre de... Très bien. On n'en a pas un autre, non? J'avais demandé si on avait un autre. On s'en fout. OK. Ah, un autre. Stéphanie Tremblay. Désolé. Paul devant. Steve Bezo derrière. Oui, nous fait. Même chose Brigitte oui, devant. Joanne et Isabelle. Isabelle. On va voir selon ce que... pour que ça se termine à 4 heures. Donc, ça veut dire... Bien? OK. Très bien. Alors, nous sommes de retour et nous allons conclure cette journée par une plénière avec nos présentateurs et nos présentatrices de la journée, communicateurs, communicatrices, donc pour ce colloque sur la CUA. Donc, je vous rappelle, Stéphanie Tremblay, qui est ici. Madame Kaplan, ce sera un peu plus tard. Vous allez présenter le site web. Florence Lebeau, à sa droite. Véronique Besançon. Paul Turcotte. Steve Vezeau. Isabelle, j'ai perdu. Pelletier, pardon. Joanne Morin et Brigitte Auclair, à mon extrême gauche. À votre extrême droite, peut-être, je ne sais pas comment, mais c'est à vous de voir. Alors, si vous avez des questions, remarques, commentaires, des besoins d'éclaircissement, n'hésitez pas et j'irai vers vous, à la course, même à l'arrière, pour que vous puissiez utiliser le microphone pour des fins de captation, je vous le rappelle. Alors, avez-vous des questions, des précisions, peut-être même questions délicates, des choses qui restent un peu... Oui, je vais vers vous. Ça sera peut-être pas une question délicate. Écoutez, d'abord, je suis très impressionnée parce que j'ai entendu toute la journée. J'étais à la naissance de ce projet-là et j'ai changé d'institution. Alors, je pense vraiment comment vous pourriez être utile dans mon nouveau collège et comment on pourrait faire avancer. Je suis impressionnée. En même temps, je me disais, il y a deux choses qui m'ont touchée. Il y a une chose que Stéphanie a dit et que je trouve qu'il faut amener ailleurs. L'idée des projets multidisciplinaires, le fait de transgresser la sacro-sainte département, discipline, programme.
Moi, je pense que ça évite aussi des guerres de clochers où les gens se disent, ben là, comment se fait qu'il me dit de faire telle chose de telle façon, lui, il le fait pas, ou tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un point très positif, le fait que vous ayez été dans les projets pilotes ont mis ensemble des gens qui ne travaillaient pas dans les mêmes disciplines. Madame Auclair, j'étais très impressionnée aussi de tous les moyens, un peu ce que Paul a dit. Et je vous dirais bravo. Par ailleurs, si vous en parlez à d'autres collègues, je dirais allez-y à petite goutte parce que j'entendais déjà certains enseignants dire bon, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tout était là, puis c'était aussi un projet pilote. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui pourrait être intéressant dans tout ce qui a été présenté, c'est si vous pouviez aller dans les journées pédagogiques dans différents collèges, peut-être pas tous ensemble. Je sais que déjà, il y a des gens qui ont passé leur carte, là, où on a demandé vos cartes. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment que ça... Moi, je parle pour les collèges, mais c'est vrai pour les universités. Là, donc, bravo. Peut-être donner votre nom. Oui, mon nom est... c'est ça. OK. Alors, je suis Carole Lavallée. Je suis présentement directrice des études au Cégep de Saint-Laurent. Et à la naissance du projet, j'étais au Cégep du Vieux-Montréal. J'étais directrice adjointe du CED. Merci. Peut-être une question en lien avec votre intervention, que ce soit pour Brigitte ou pour les autres. Est-ce que, justement, si on fait dans l'interdisciplinaire, et je crois qu'effectivement, il y a des avantages certains, par contre, est-ce que ça peut être plus frustrant quand on retourne justement dans sa discipline et qu'on voit les fermetures et les résistances, s'il y en a, on s'entend? Peut-être Brigitte ou Florence, Paul. Ce que je dirais, c'est que à la base, que ce soit disciplinaire ou que ce soit interdisciplinaire, ça dépend des personnes et de l'ouverture des personnes, de l'attitude que l'on a l'un envers l'autre. Par exemple, avec Steve, on peut dire qu'on est de la même discipline d'origine, mais Steve aurait pu avoir une attitude très fermé en disant, écoute, je donne le cours, tu donnes un commentaire si tu veux, mais ça s'arrête là. Alors que ça n'a pas été ça, ça a été un dialogue constant. Donc, je pense que dès que deux personnes se disent, on a un objectif commun, puis il y a une occasion de tester les choses, de faire avancer les choses. C'est un projet, c'est un voyage dans le fond, c'est une invitation au voyage et je me dis, ce qui importe là-dedans, c'est de bien choisir son compagnon de voyage, qu'il soit de la même discipline ou d'une autre. Et pour travailler avec des gens d'autres disciplines, c'est la même chose aussi. Si les gens restent, sur leur quant à soi, il n'y a rien qui bouge. Oui, on fera passer un test d'attitude. On va passer donc à Brigitte. Ensuite, on aura sûrement droit peut-être à une chire de Paul Turcotte. On va voir. Et ensuite, Véronique Besançon. Alors, Brigitte. Bon, je ne sais pas trop quoi répondre, là, mais en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que travailler en équipe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, quand tout le monde veut bien travailler en équipe, parfois c'est difficile. Même dans mon propre département, des fois, les gens préfèrent faire leurs choses toutes seules parce qu'ils sont habitués comme ça. Mais parfois, on va quand même s'échanger des trucs. On va quand même s'échanger des éléments. Tout à l'heure... Madame parlait de semer une petite graine à la fois ou un petit peu, mais c'est ce que je fais depuis 2 ans. Donc, j'essaie peu à peu de sensibiliser mes collègues au fait qu'ils font de la conception universelle des apprentissages sans nécessairement le savoir. Souvent, où le bas blesse, c'est tout le temps quand on parle d'évaluation. C'est toujours là. Quand on parle des apprentissages, ils font pas mal tout ça, là, la variété. C'est vraiment quand c'est l'évaluation. Quand on parle d'évaluation, c'est comment on évalue, c'est quoi l'équité entre les étudiants d'un même cours qui n'ont pas le même prof, pourquoi tel prof décide de faire des évaluations à l'extérieur, alors que moi, mon prof, c'est toujours à l'intérieur des classes. Donc, il n'y a pas d'uniformité. Peut-être qu'il y a certains collèges où il y a une uniformité, mais la mentalité du collège où j'enseigne,
On n'a jamais vraiment eu d'uniformité, puis ce serait vraiment difficile parce qu'on est 60 professeurs de français. Donc, c'est quelque chose qui est pas évident. Cependant, quand on tente de travailler en équipe avec quelqu'un, si on donne le même cours, certaines personnes sont quand même disposées à le faire. Pour ce qui est du interdisciplinaire, parfois, ça devient difficile. Moi, j'étais jumelée avec M. Corbeil, qui, lui, est en architecture, comme donner plus de temps, pour lui, c'est peut-être quelque chose de plus difficile dans ses cours, étant donné l'accessibilité au laboratoire, par exemple, ou l'accessibilité aux outils. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui devient plus difficile. Moi, ça, c'est une opinion personnelle, mais je trouve ça plus facile d'intégrer la CEA dans les sciences humaines et dans les cours de formation générale que dans les cours techniques. Peut-être que je me trompe aussi, là, mais... Oui, non, je crois. OK. Donc, c'est pas les mêmes Bien. choses qui vont être appliquées. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est d'autres barrières. Mais je tiens quand même à dire que mes collègues sont quand même sensibles à ça, parce qu'au collège, on a quand même un gros centre de service aux étudiants. On a beaucoup d'étudiants en situation de handicap. Puis moi, je tente toujours le plus possible de retenir mes étudiants en classe. La session passée, j'avais une étudiante qui était au SAA. Je lui ai demandé la première période de faire sa dissertation en classe. Au début, elle était un peu réticente, mais elle a fini par accepter, puis elle a apprécié parce qu'elle a pu bénéficier, évidemment, de toutes les interventions que j'ai faites lors de la première période. Parce que quand on fait une dissertation sur 3 périodes, c'est toujours à la première période que le plus de questions. Donc, elle a quand même apprécié le fait. J'essaie toujours de les retenir le plus possible puisqu'on parle d'inclusion. C'est sûr qu'il y en a pour qui c'est pas possible, que le bruit, ça les dérange, que si l'autre personne a fini avant, ça les dérange. Mais en tout cas, moi, j'ai bon espoir, finalement, que ça va arriver. Puis comme j'ai dit dans ma présentation, il faut aussi rester soi-même dans notre enseignement. Puis il faut utiliser des outils qui nous plaisent aussi, qu'ils soient technologiques ou non, parce qu'on peut faire de la CA sans technologie aussi. Là, il y a d'autres moyens d'y arriver. C'est peut-être pas de tout faire CEA, mais au moins d'aller chercher certains éléments là, qui nous permettent d'atteindre tous les types d'apprenants. Moi, c'est là-dessus que je m'accroche, tous les types d'apprenants, parce qu'on a plusieurs types d'apprenants, on a plusieurs types d'handicap. Stéphanie, ce matin, je ne sais pas si c'est Stéphanie qui parlait de ça, mais un handicap, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un divorce des parents, ça peut être... et à ce moment-là, l'étudiant est peut-être moins apte. Donc, de laisser nos notes sur Colnet, moi, je suis fatigante avec mon Colnet, parce que c'est ça qu'on a au collège, de les mettre sur une plateforme, ça leur permet de voir ce qui a été vu dans le cours et tout ça. En tout cas, moi, c'est ma conception. Elle peut être partagée ou non, mais j'ai bon espoir que ça s'en va vers le changement. Peut-être que je suis optimiste, là, mais c'est dans ma nature. Puis, je sème une graine à la fois, puis à un moment donné, excusez-moi l'analogie, mais la plante va prendre racine. Bon, faut pas s'en faire, j'ai peut-être un jeu de mots complètement idiot, là. Mais avec Colnet, on pourrait avoir comme slogan « Tout est propre ». Donc, les notes de cours, souvent, c'est raturé partout, mais là-dessus, c'est propre. Alors, Paul, Véronique, ensuite Marina, et je vais vers vous, madame. Vous avez une question, une intervention. Oui, merci. O-A-I-U. OK. Je vais vous avertir, ceci n'est pas une chire. Okay? Donc, vous pouvez noter. J'ai noté, d'ailleurs, c'est ce qui m'aide à ne pas dévier. Concernant peut-être le premier aspect de l'interdisciplinarité par rapport à la monodisciplinarité, je pense que ce que Florence a souligné, c'est vraiment le mot-clé. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu finalement, peut-être dans les 5 dernières années, 2 expériences comme ça de communauté de pratique. La première, on ne savait pas du tout que c'était ça. On faisait ça de même parce qu'on avait du fun. On était des professeurs de philo. Donc, on était monodisciplinaire. Le seul constat qu'on a fait, on était tous des nouveaux profs embauchés en même temps. Puis le seul constat qu'on a fait, c'est qu'on avait des forces différentes. Moi, j'aimais déjà les technopédagogues à cette époque-là. J'aimais ça faire des blogs, puis des wikis, puis des. Les autres ne savaient même pas que ça existait. Par contre, moi, ma spécialité, je sortais de la maîtrise. J'ai fait ma maîtrise en esthétique de la littérature, en philosophie anglo-américaine contemporaine. Ça fait que Platon, c'est un peu loin. Mais j'avais des collègues qui étaient très forts en Platon. Donc, on s'est assis ensemble, comme ça, 5 collègues. Une qui était très forte en méthodologie, en encadrement des étudiants. C'était vraiment sa spécialité. Elle était reconnue pour ça. Là. Les étudiants la choisissaient parce que c'était une bonne maman. Là, elle les suivait. Moi, je n'étais pas bon du tout là-dedans. Donc, elle m'a montré comment faire. Donc, l'idée, c'est simplement que pour faire une bonne communauté de pratique, il faut qu'il y ait de la complémentarité
que ce soit monodisciplinaire ou pluridisciplinaire, transdisciplinaire, ça, c'est la base. Puis, évidemment, il faut qu'il y ait une ouverture. Donc, tu sais, moi, le mot a été évoqué durant la journée. Est-ce qu'on peut imposer, forcer, implanter? On peut essayer, là, mais je pense pas que ça va donner des bons résultats. Si on plante des graines dans le sable sec, il n'y a pas grande chance que ça pousse. Hein? Ça marche. Ouais, j'ai pas le pouce vert. Peut-être que tu es capable. Très bien. Puis je veux juste une autre allez-y. petite chose à dire. Pour le futur aussi, tu sais, je me souviens plus, Carole, exactement qui était ta question là-dessus. Là. Mais pour les participants, tu évoquais la possibilité de participer à des journées pédagogiques. Je ne sais pas si on va pouvoir tous y aller, là. Mais moi, en tant que successeur de Stéphanie, je suis chargé de projet maintenant de ce projet-là, avec Florence. Et déjà, j'ai fait des journées pédagogiques comme ça. Je suis déjà allé à Saint-Jérôme un après-midi faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous avez préparé d'ailleurs, mesdames. On en reparlera tantôt. Ça marche bien. Puis, je vais aller à Valleyfield, je vais à Beauce-Appalaches, je vais au Collège Técart, puis j'ai encore de la place dans mon agenda. Donc, tu sais, ça, oui, c'est sur le plancher. Très bien. Merci. Donc, Véronique, ensuite Marianne, et je me tourne vers vous pour votre question, votre commentaire. N'hésitez pas, si quelqu'un d'autre aussi a une question, commentaire, levez la main pour que je puisse savoir où me diriger ensuite. Dans l'interdisciplinarité, c'était intéressant, c'est la complémentarité, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant de travailler avec les cégeps, universités, cégeps. On s'est rappelé nos différences et on s'est rappelé aussi que les personnes qui sont en cégep vont venir à l'université. Donc ça a été une grande ouverture. Puis je me souviens avoir été présentée au cégep du Vieux-Montréal, puis entendre les profs qui disaient « Ouais, mais c'est sûr qu'en secondaire, s'ils acceptent tout, nous, on a des personnes... » on est obligé d'avoir beaucoup plus d'accommodement. Mais sachez qu'à l'université, on dit pareil. Les profs d'université, cégep, ils acceptent tout. Alors nous, on est acculés. Mais en fait, si on se parlait, on avait la même attitude tout à l'heure, que ce soit le secondaire, je pense qu'il y a un primaire avant, cégep, et puis... Et qu'on travaillait ensemble, qu'on arrêtait de cloisonner, parce que finalement, ce que vous avez peut-être vu, mais c'est effectivement des attitudes aussi à avoir. Il y a une approche pédagogique, c'est sous-tendu par de la théorie, mais c'est aussi des approches. Puis ça serait intéressant parce que c'est les mêmes étudiants, puisque j'ai entendu au CEGEP, comme l'exemple de Paul, c'est son étudiant qui avait décidé qu'il était grand, mais ce que j'ai entendu des services ici, c'est que tous les étudiants qui arrivent à l'université, ils sont grands, puis c'est fini qu'on les accompagne comme au cégep. Et c'est là que l'explosion se fait. Donc, si on soutient les enseignants à ça, si tous les enseignants peuvent se munir de ça, puis qu'on continue à travailler ensemble, là, on traversera des approches qui vont se bâtir. Très bien, merci. Marina, je crois... Stéphanie, est-ce que vous aviez demandé la parole? Je me demande. Non. Non? OK. Je reviendrai vers Si vous. jamais on a le temps, j'avais une petite question pour Oui. les gens dans l'auditoire. Ah, parfait. Oui, bon, on va le faire. Question de madame, puis la vôtre. Bonjour, nous on ne se connaît pas, mais vous allez voir, j'ai aussi fait partie du projet. Mon intervention là est plus pour rejoindre ce que disait en fait Véronique, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les services d'accompagnement pédagogique et technopédagogique qui sont présents dans vos universités aussi et qui sont sensibles à ça. Ils ne les appellent pas forcément des fois CUA, mais les accessibilités, tout ce qui concerne l'accessibilité à l'apprentissage existe, après à plus ou moins un niveau, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces services-là. Véronique et moi, nous sommes conseillères, il y a d'autres conseillers qui sont ici et qui travaillent, notamment je vois des personnes de service à la vie étudiante pour l'UQAM, ils le font au quotidien, donc il ne faut pas sous-estimer ça. Là, on travaille beaucoup de l'interdisciplinarité entre pairs, entre chargés de cours et professeurs, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des petites fourmis derrière qui sont là aussi pour vous accompagner au quotidien. Voilà. Très bien. Au moment où je me rends vers vous, j'ai trouvé également sur le net, c'est un article de 2012 des cahiers du, je ne sais pas si on dit CERFE ou CERFE, C-E-R-F-E-E. Le modèle universel, le modèle de conception universelle de l'apprentissage au service de l'égalité des chances dans les universités canadiennes, apport, enjeux et défis de Ruth Filion, Christine Lebel et Louise Belair. Et les trois disent que le défi numéro 1 est le suivant: quelle est la place de l'enseignement
par rapport à la place occupée par la recherche au niveau universitaire, parce que les professeurs à l'université sont davantage jugés selon les recherches qui sont faites, plutôt que selon l'enseignement qui est dispensé, puis la qualité de l'enseignement qui est donné. Donc, dans éducation et socialisation, je vous le signale. Madame. Merci. Isabelle Bouchard, enseignante de philosophie au Cégep de Jonquière depuis 22 ans et membre du comité de réflexion École et société de la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec. Merci aux profs. On s'intéresse, c'est vrai, depuis déjà quelques années à la conception universelle de l'apprentissage. Et ce que moi, là, la première chose que j'ai vue, là, c'est des profs qui ont travaillé comme des dingues. Parce que vous avez à cœur la réussite. Si j'étais encore dans ma classe, j'y aurais été de ce projet-là au Saguenay, s'il y en avait eu. Mais une fois dit, moi, je vous suis depuis longtemps, puis là, je me dis, maintenant, c'est l'occasion pour moi de vous poser des questions, alors j'y vais. J'en ai des tonnes. Vous m'arrêterez quand vous trouverez que j'en ai pas... Non, on commencera pas par une. Je vais avoir la chance de vous les poser en bloc. Écoutez, j'ai eu l'impression que vous misiez dans votre discours beaucoup sur le développement durable et j'avais l'impression que dans certains de vos propos, on nous disait on veut convaincre les profs ou les administrateurs d'adopter cette méthode-là parce qu'elle permet d'économiser des sous. Moi, ça me questionne, ce discours-là. Je suis pas à l'aise avec ce discours-là. Je pense que même si on peut parler d'économie durable, il reste qu'il va quand même avoir des étudiants qui auront besoin d'accommodements individuels, puis ça, on ne peut pas y passer. Puis j'ai eu l'impression, parce que je suis beaucoup vos discours, que ça, vous y étiez moins. Je me posais la question... Est-ce qu'on peut vous... Non? Non, je pose mes questions. Je pense que j'ai le droit, comme participante, de... Oui, je vais rapidement. Oui. Prenez-les, vous allez voir, vous allez voir. Je veux savoir si vous avez l'impression que vous êtes en contradiction avec la CDPDJ, qui, elle, favorise un accès un peu plus individuel. Hein. D'ailleurs, la CDPDJ, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui propose... la Commission a dit, pour intégrer les élèves en difficulté d'apprentissage et les élèves en situation de handicap, il faut aller vers la non-discrimination qui est fondée dans la Charte des droits et libertés. Et on parle bien d'accommodement pour cet élève, pour cet handicap. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois, parce qu'on va aller chercher des méthodes universelles qui s'appliquent à tout le monde, qu'on oublie cette partie-là du fait que ce ne sont pas tous les étudiants qui ont le même handicap? Vous le savez, vous avez été enseignant, là, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'enseignants ici. Quand on a des étudiants qui ont des dyslexies, il n'y a pas un étudiant qui a les mêmes symptômes de dyslexie. C'est comme si on en a 10, on a 10 handicaps. Hein, c'est pas la même chose. Le handicap, il est toujours personnel. Ensuite... oui, je l'ai choisi la meilleure. Oui. Oui. Ben moi, je veux dire à Mme Brigitte, j'ai adoré votre présentation, puis j'ai adoré vos réponses. Puis moi, je partage votre optimisme. Puis j'ai l'impression que la voie que vous avez prise comme comité de recherche, comme groupe de recherche pour aller travailler sur le plan de cours, c'est pas une bonne voie parce que on le fait tous se présenter. Peut-être qu'on n'écrit pas sur nos plans de cours qu'on aime les voyages, mais soyez assurés que quand on est dans nos classes, vous le savez, le premier cours, là, il a pour seul but que les élèves nous connaissent puis on essaie de développer une relation. Moi, je pense qu'il y a d'autres concepts, il y a d'autres moyens que la conception universelle de l'apprentissage peut apporter aux profs sans passer par le plan de cours, qui est un contrat là, factuel. Là. C'est le reste de la relation qui est importante. Moi, je suis d'accord avec vous, Brigitte. Les profs, ils sont là. On en parle beaucoup à travers plein de profs. On a l'impression que la conception universelle de l'apprentissage, même si ATI ne l'a pas encore évalué, que c'est finalement je veux dire ramassage, mais c'est pas ça, parce que c'est péjoratif, mais aidez-moi, beaucoup de choses, un moyen. Puis finalement, j'avais le droit de vous poser une autre question. J'ai eu l'impression qu'il y a une différence entre le modèle que vous proposez et celui que McGill propose, parce que pour McGill, il y a moins de moyens qui sont offerts aux étudiants pour arriver à la réussite. Voilà. Très bien. Merci, Madame. Vous voulez réagir? S'il y a quelqu'un... Écoutez, je vais donner priorité, si vous le permettez, à la salle, puis je vais me retourner vers vous pour la réaction, si vous voulez bien. Bon, ben c'est bon, ça a monté d'un cran, quoi. Allez-y, je vous en prie.
Susie Wellman de Cégep Dawson. Alors, c'est un point de clarification, si je peux bien dire ça en français. C'est que le document qui vient de la Commission de droits de jeunesse, il parle d'accommodement raisonnable. Et je crois bien, et je suis répondante d'une psychologue qui travaille au Dawson, alors je suis avec Alice, qui a travaillé là nombreuses années. Hein? Et puis, ce que nous comprenons maintenant à Dawson, et puis nous sommes très, très intéressants de votre travail, le travail qu'il fait de Universal Design partout, et notre recherche aussi. Mais ce que nous comprenons, c'est que ça évite pas complètement le besoin d'accommodement. Il y a certains étudiants qui ont besoin d'accommodement. Hein? Et puis, c'est juste ça, cas par cas. Puis, le Universal Design donne un nouvel objectif, une nouvelle perspective, mais il y a toujours certaines qui ont besoin d'un accommodement. C'est tout. Raisonnable. Bon. Ça ne s'oppose pas, en fait. Non, je pense pas que ça s'oppose. Merci, oui. Je vais vers vous. En fait, je pense qu'il faut juste voir que l'étudiant qui vient bénéficier des services aux étudiants en situation de handicap, il le fait parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et pour moi, la conception universelle d'apprentissage est un des moyens parmi tant d'autres. C'est sûr que le plan de cours est une carte de visite, ça n'empêche pas la relation qui doit se bâtir au premier cours. Mais aujourd'hui, les tribunes de communication, l'information auxquelles ont accès les étudiants, ben, elle passe aussi par les sites web, les plateformes. Donc, avant de créer cette relation-là, il faut que l'étudiant puisse être capable de, quand il s'inscrit dans quelque chose, avoir la totalité des informations nécessaires à faire un choix justifié. Si je pars en vacances puis je suis en fauteuil roulant, je dois faire des démarches à savoir si l'hôtel est accessible, s'il y a des marches au restaurant, puis s'il y a des bus adaptés. Si j'ai fait les démarches puis qu'on dit qu'il n'y en a pas, je sais dans quoi je m'embarque et je suis capable d'assumer ma part de responsabilité. Si on vient à la Commission des droits de la personne, il faut cesser d'avoir peur de la Charte des droits et libertés de la personne. Tout ce qu'elle dit, la Charte des droits et le rapport de la Commission, c'est qu'elle invite les acteurs à partager une responsabilité, à trouver des solutions. À partir du moment où l'étudiant vient sur une base volontaire dans un service, s'il trouve la solution pour compenser son handicap à travers l'ouverture de son enseignant, à travers le mode de pédagogie, le mode d'évaluation, il viendra pas au service. Puis si à travers son parcours, il a besoin d'avoir un accommodement qu'il ne peut pas trouver parce qu'il ne veut pas ouvrir avec vous la partie qu'il y a un trouble de santé mentale, puis il a dû cesser sa médication, puis il ne va pas bien. Bien, il y aura des professionnels sur place qui prendront le relais, non pas pour se substituer à la relation du professeur, mais pour tabler sur cette relation-là. Merci. Très bien. Merci. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. Dans le sens Juste parlez dans le microphone, je vous prie. Le plan cours, il n'est pas opposé à la prestation de l'enseignant. Il est, comme vous dites, une carte de voyage où on parle de contrat, où on parle de parcours d'apprentissage. Et pour moi, en tant que conseillère, c'est un outil pour travailler avec l'enseignant. L'enseignant, c'est un outil pour avoir une vision de son cours. Et pour l'étudiant, c'est un outil pour savoir qu'est-ce que je dois attendre de mon prof. Et pour le prof, qu'est-ce que j'attends des étudiants. Voilà, donc il n'y a pas d'opposition pour moi entre la prestation et le plan de cours. Très bien, merci. Stéphanie Tremblay. Moi, j'aurais juste un petit quelque chose à ajouter dans le même sens. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires. Madame, ça fait du bien d'entendre des discours un peu différents aussi. Je pense qu'on en a besoin. Mais j'abonderai dans le même sens en disant que je ne vois pas non plus de contradiction entre la démarche qui est proposée en lien avec les accommodements raisonnables, qui est d'ailleurs commune à d'autres formes d'inclusion de la diversité, entre autres religieuse ou culturelle, où l'idéal, souvent même selon la CDPDJ, c'est de dépasser les accommodements raisonnables de nature individuelle pour penser à un cadre normatif qui est plus global et plus inclusif dans la prévention. Alors, c'est plutôt ce qui est proposé avec l'approche de la CUA. Si on prend l'exemple métaphorique un peu de la rampe d'accès, bien, c'est de la rampe d'accès, ça peut être l'accommodement raisonnable dans l'architecture. Si elle est utilisée par tout le monde, bien là, ça devient un cadre qui est pensé comme plus accueillant dès le départ. Alors, je ne pense pas que ce cadre-là soit en contradiction avec les accommodements raisonnables. Par contre, vous aviez raison en disant que la CUA n'est pas une panacée. Ça ne doit pas nous faire oublier
qu'on va toujours probablement, même si ce ne serait pas ce qu'on viserait dans l'idéal, avoir besoin des accommodements individuels. Ils doivent continuer à être là, mais pas seulement comme élément plus individuel ou curatif. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui peuvent être timides, qui peuvent être gênés, comme Sylvain le disait, d'aller consulter des fois les services adaptés. Moi, j'ai déjà eu une collègue dans un de mes cours à l'université qui avait besoin d'un preneur de notes particulier, et parce que la professeure qui était devant nous n'était pas du tout sensible à ce besoin-là, avait dit à la fille, ben écoute, fais la demande devant les autres, puis s'il y a quelqu'un qui peut te prendre les notes, tant mieux, sinon, ben tant pis, moi je peux rien faire pour toi. Alors, si on avait eu un système dans cette classe-là de prise de notes commune où chacun prenait les notes après chaque cours, puis on se les mettait sur un site web où on pouvait échanger par la suite, ben ça aurait évité à celle-là d'être stigmatisée. Donc, c'est un petit peu ça, je pense, mais on doit toujours se méfier des discours qui sont tout beaux. Vous avez raison de poser des questions qui vont nous faire voir peut-être des impensés, ou parce qu'il y en a certainement dans la CUA aussi, c'est loin d'être parfait. Pour l'idée dont vous parliez aussi, là, des enseignants qui... le pari de la diversité, de dire qu'on va tout faire, mais quand même dans une classe, mais qu'en même temps, il y a des dyslexiques qui n'ont pas les mêmes symptômes et tout ça. C'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier que les enseignants, ce sont aussi des pédagogues. On n'est pas spécialiste des handicaps. C'est nos limites, mais on ne peut pas être bon dans tout. Et au moins, avec la CUA, on fait le pari de la diversité, de dire, en diversifiant le plus possible nos approches, puis ça peut être évolutif aussi, c'est ça qui est important, comme nous le disait Antoine dans la capsule, on essaie d'aller rejoindre le plus possible des gens différents. Puis après ça, c'est d'être à l'écoute comme n'importe quel prof de nos étudiants. Si on sent que la réponse n'est pas là ou qu'il faut aller ailleurs, on s'ajuste. Mais je pense que c'est un pari peut-être plus prometteur que de faire tout le temps la même chose d'une façon qui nous plaît, même si mais on peut dire également que quelque chose de... Enfin, il y a un principe simple, moi, c'est le fait que ce qui peut convenir mieux à quelqu'un et qui convient de toute façon à tout le monde. Donc, on peut le faire. Prenons l'exemple de quand on installe des postes d'ordinateur avec la taille de police. Qu'on choisit, avec le type de police qu'on choisit. Si on sait que Arial, par exemple, est un type de police qui est davantage inclusif qu'un autre type de police, ça ne change rien à personne d'avoir par défaut Arial, si on veut. Et donc, ça veut dire que quand on installe des postes d'ordinateur, on pourrait décider qu'on installe chaque fois par défaut tel type de police. Puis là, ça reviendra à chaque individu peut-être de dire ce n'est pas le type de police avec lequel j'aime travailler, mais au moins, par défaut, on aura créé comme ça quelque chose de simple. Vous aviez également, Stéphanie, une question à poser au public. On pourrait peut-être terminer avec ça, puisque je vois que le temps file et nous avons le site web à présenter. Bien, c'est simplement parce qu'on avait la discussion pendant la pause avec différentes personnes qui s'intéressaient à la pérennité peut-être de l'approche du modèle CUA ou de l'inclusion plus largement d'enseignement supérieur. Je me demandais s'il y a des enseignants dans la salle, puis je sais qu'il y en a. Comment vous aimeriez être rejoints maintenant dans vos milieux? Comment vous aimeriez être soutenus dans votre réflexion sur la CUA? Parce qu'on se rend compte avec les conseillers pédagogiques que c'est pas toujours facile. On veut offrir des formations, on veut offrir des ateliers, mais des fois, les gens s'inscrivent pas. Ce serait quoi la petite clé là, pour aller déverrouiller vos... allons-y, moment solennel. C'est rare qu'on dit, y a-t-il un enseignant dans la salle? C'est toujours un médecin qu'on demande. Vous comprenez? Je vais vers vous. Je crois que ce serait l'idée de communauté de pratique. Oui, bien, je pense qu'il y a une convergence. Mais vraiment, pas seulement entre les disciplines, mais entre les cégeps et entre les différents projets qui travaillent sur la CUA, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Moi, je suis du cégep Dawson. Pilar et... je m'excuse. Catherine, vous avez déjà en place une communauté de pratique qui est vraiment intéressante, en plus, à Dawson, qui fonctionne depuis plusieurs années. Si jamais vous voulez dire un mot. Non, pas depuis plusieurs années, qui vient de commencer cette session-ci. Oui, la communauté de pratique. C'est la recherche avant. Oui. Mais la communauté de pratique, effectivement, interdisciplinaire, donc, et qui continue, et qui est soutenue par l'administration, le cégep lui-même. C'est ça. Merci. C'est un autre slogan, ça. À plusieurs, on est unique. On va en faire des slogans. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur cette question de Stéphanie Tremblay? Quelqu'un qui aimerait ajouter?
Ah, peut-être moi? Oui, Paul. Moi, je- Allons-y. Et René Vezeau. Ben, Paul Turcotte. Juste pour dire aussi qu'au Cégep du Montréal aussi, je suis tout à fait d'accord avec Laure. Je pense que notre groupe, en tout cas, tout le monde ici, on est un peu du même avis que la communauté de recherche, de pratique, pardon, a été vraiment le moteur de toute cette histoire-là. Et donc, on a demandé, même chose au Vieux-Montréal, on a une communauté de pratique qui va commencer à l'automne interdisciplinaire. On va avoir des gens techniques un peu partout. Et je sais qu'il y a Antoine, s'il était ici, j'imagine que c'est ce qu'il dirait, donc je vais faire son porte-parole. Mais à la fin de notre comité de travail, Antoine avait émis le souhait que se poursuive quelque chose comme une communauté de pratique, mais inter-institution. On a déjà parlé, toutes les fois qu'on se voit, on en parle, puis ça va finir par aboutir, j'imagine. Mais de faire ça, puis je sais pas encore exactement ça peut être quoi. Peut-être que le site web pourra être un de ces points de rencontre-là. Sinon, il y a des endroits qui existent dans le monde où on peut se réunir. Et puis, par exemple, Hawaï, c'est très bien, oui. D'ailleurs, il y avait un colloque sur la CUA à Hawaï l'année passée, mais c'est trop tard. Oui, et je tiens à dire, Stéphanie Tremblay, que vous avez mis en évidence une des grandes vertus de l'approche de la CUA, c'est l'accueil. Alors, ce qui fait que quand on a des questions, des critiques, peu importe lesquelles, ça serait bien de les acheminer au groupe de travail pour qu'il puisse poursuivre sa réflexion, pour éviter que ça ne soit peut-être un peu trop consensuel et que finalement on en arrive à éviter des obstacles au lieu de travailler avec eux. J'ai retenu la leçon, travailler avec eux. Oui, René Vezeau. Steve. Steve, qu'est-ce que René, je c'est fais? mon cousin. Mais... Ah ouais, c'est le cousin? Il vous Ben salue, ouais, mais je connais le d'ailleurs. cousin. Je veux juste apporter comme point, comme cobaye de cette expérimentation, simplement dire que effectivement la communauté de pratique est très aidante pour la motivation. La pédagogie, c'est complexe, c'est difficile, et puis de confronter nos visées avec d'autres gens de l'extérieur, ça c'est le premier élément. Donc, mais l'autre élément qui m'a été très utile, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui m'aidait, qui m'accompagnait. Et qui me permettait d'une part de me botter le derrière à certains moments pour dire ben ok, je vais avancer, on va critiquer ce truc-là, et qui m'aidait parce que dans le feu de l'action, avec les exigences t'as les étudiants devant toi, t'expérimentes des choses, d'avoir un feedback, d'avoir quelqu'un qui dit ça a marché, ça a moins marché, c'est un œil externe que toi tu peux pas avoir quand tu es dedans. Et évidemment, donc au-delà d'appliquer certains principes de base qui te paraissent logiques, mais de l'expérimenter puis de voir toi en fonction de ta propre réalité, de ce que tu as enseigné, de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Moi, ça m'a été très utile d'être aidé de façon étroite. Donc, je pense que c'est une autre piste, c'est difficile à mettre en application, mais je pense que ça peut aider certains collègues, puis tout doucement, on apprend à devenir autonome là-dedans, et voilà. D'où l'importance de donner du temps au temps. Hein. Et il y avait 3 interventions. Monsieur, d'abord, ensuite, vous et ensuite vous. D'accord? N'oubliez pas de donner votre nom, s'il vous plaît. C'est pour le réseautage. Bonjour, Jean-Philippe Boudreau, Collège Montmorency. Voilà, c'est fait. En fait, je répondrai pas nécessairement à la question de comment interpeller les profs. Je suis aussi prof, mais je partage en fait ce souci-là et je trouve, c'est-à-dire de les rejoindre avec des nouvelles pratiques, des nouvelles approches, tout ça. Et je trouve ça assez intéressant, un point que vous avez soulevé, Stéphanie, très tôt, en fait, par rapport à la terminologie, à savoir, conception universelle des apprentissages, paradigme d'inclusion, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, mais je dois avouer que les fois où j'ai dû en parler, par exemple, pour présenter, même si je suis pas impliqué dans le projet, ce que j'en ai lu me paraissait intéressant, tout ça, et ce que je trouve un peu dommage, puis ça, il faut peut-être l'avoir en tête un peu, mais vous semblez déjà l'avoir en le présentant très tôt, ce questionnement-là, c'est que souvent, quand on en parle comme conception universelle des apprentissages ou avec l'acronyme CUA, tout ça, il y a un côté un peu recette, puis un peu mur à mur, hein, avec l'universel. On a l'impression que c'est une méthode avec des principes à suivre, tout ça, alors que finalement, tout ce qu'on a vu comme méthode, c'est des choses qui ont existé sous d'autres noms, comme différenciation pédagogique, apprentissage actif. C'est finalement puis c'est pour ça, à mon avis, que le côté paradigme d'inclusion renvoie davantage à ce que c'est, où c'est un changement d'angle de vue qui est très intéressant, qui est très proche d'un questionnement pédagogique qui peut juste être mieux encadré. Puis les exemples qui ont été apportés par Paul Turcotte sur
ah, tiens, ça, cet élève-là m'a forcé à me questionner sur ma pratique. Je trouve que ça fait écho, en fait, à ce qui devrait être le plus attirant dans cette approche-là, qui est celle de ces étudiants-là peuvent justement être générateurs d'approches plus inclusives pour l'ensemble. Et des fois, ça se limite juste à ça. Et des fois, je lance ça, probablement que vous en avez discuté longuement dans vos rencontres, mais souvent, quand j'approche les gens avec le terme conception universelle des apprentissages, on me voit un petit peu comme un prêcheur, puis j'ai comme l'impression que ça fait peur un peu, là, le côté universal. Mais je comprends aussi qu'il y a le souci peut-être de rester accroché à... Puis l'anecdote, en fait, de la naissance du concept autour de l'architecture, le design, c'est attirant, mais on le lit une fois, on est content de le savoir, mais je pense qu'à un moment donné, de couper aussi peut-être la filiation de design, tout ça, puis de se laisser aller tout simplement dans le renouvellement de nos pratiques, ce que les profs font au quotidien. Peut-être c'est moins complexe, hein, peut-être. C'est une idée que je lance comme ça. Parfait, merci. Surtout pour éviter qu'on retrouve toujours les mêmes images dans toutes les présentations, quelles qu'elles soient. C'est un danger, ça, c'est un danger. Alors, donc, on va aller vers vous. On va terminer avec vous, monsieur, parce qu'il est 16 heures, donc on doit avoir une présentation de 10 minutes du site Web. Bonjour, Caroline Jaudoin, je suis coordonnatrice du soutien à la réussite à Polytechnique Montréal. En fait, je suis hyper intéressée. Nous, à Polytechnique, on nous appelle les sciences vacances ou les sciences molles. Alors, on vient des sciences molles. C'est pour ça que, puis en fait, je fais un lien avec ce que tu disais, Brigitte, tantôt. Nous aussi, on a cette perception que c'est plus facile en sciences humaines de le mettre en place. Et c'est ça, j'allais demander, est-ce que, par exemple, au Cégep du Vieux, est-ce qu'il va y avoir des profs de sciences qui sont impliqués? Est-ce qu'il y a des expertises, mais des expériences qui se sont faites ailleurs, que vous connaissez en sciences? Parce que nous, on travaille très, très fort. Je regarde Marie-Michel parce que c'est notre conseillère aux étudiants en situation de handicap. On travaille très fort, mais ça nous prendrait du jus qui nous vient du monde des sciences. Tantôt, on écoutait l'aspect technique là, qui se faisait. On se dit, oui, ça, c'est quelque chose qui pourrait prendre. Je dis pas que la philo prendrait pas, parce qu'ils sont tous philosophes, nos profs. Mais ce serait vraiment d'avoir du jus. Alors, si on parle de réseautage, c'est pas pur hasard. À un moment donné, vous êtes au courant d'un projet, que ce soit à travers la Qui-Sèche ou ailleurs. En tout cas, moi, je suis très intéressée. Nous sommes très intéressés. Jocelyn Charon, conseiller au César ici à l'Université de Montréal, conseiller à la réussite étudiante. Je n'ai pas entendu beaucoup de choses sur l'évaluation formelle de la mise en place des outils, de la perspective, la conception universelle d'apprentissage dans vos classes. Je me demande si vous l'avez considéré pour ne pas le faire ou si ça fait partie de vos projets futurs que de procéder à une évaluation formelle. Je propose ça comme ça, non pas parce que je pense que ça va vous aider à convaincre des décideurs ou quoi que ce soit, ou même vos collègues. Je pense que votre expérience comme enseignant est infiniment plus puissante pour convaincre vos collègues qu'une démarche scientifique avec des résultats de recherche. Mais je pense que ça pourrait être utile pour vous-même, surtout, pour corriger le tir là où ça ne fonctionne pas tout à fait, pour mieux identifier là où la mise en place n'est pas parfaite. Et donc, pour vous-même, je dirais que ça pourrait être très utile. Merci. Merci. Monsieur? Bonjour, Martin Prévost, je suis du Cégep du Montréal, responsable du service d'aide à l'intégration des étudiants et aussi du Centre collégial de soutien à l'intégration de l'Ouest du Québec. Concernant le fameux terme universel, universalité, ou qui semble effectivement faire peur à certaines personnes, peut-être que d'une certaine manière, au lieu d'insister sur l'universalité, on peut peut-être se concentrer sur l'accessibilité, qui est peut-être quelque chose qui déplace un petit peu la réflexion. Parce qu'au fond, notre enseignement, notre pédagogie, on veut les rendre accessibles à tous. C'est toujours la même notion d'inclusion. On va toujours chercher tout le monde, mais peut-être que le terme peut paraître un petit peu moins vaste comme défi. Très bien. Merci. Un dernier mot? Oui, Florence, allez-y. Ensuite, Marina Kaplan. Effectivement, on a réfléchi au terme d'accessibilité. Et tout terme a ses limites. Accessibilité, lorsqu'on parle d'accessibilité aux études supérieures, la plupart des gens vont dire, ne le penseront pas en termes d'apprentissage, mais plutôt en termes monétaires. Donc, c'est ça, il y a des limites à tous les mots, et je pense que plus on va faire circuler
la désignation des apprentissages universels, plus, comment dire, les gens vont rattacher le bon concept au bon mot aussi. Ça, c'est important. Il n'y a pas de situation idéale, mais je dirais il faut persister aussi parce que sinon, ça devient un peu tout. L'autre truc aussi avec la référence à l'architecture, elle a aussi ses limites. C'est vrai que, comment dire, on a commencé à en parler davantage de ce côté-là, mais on en a parlé aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'architecture, les conditions d'apprentissage sont des normes. Donc, c'est inévitable d'en parler parce que c'est normé maintenant. Donc, il faut voir si, comment dire, dans un autre domaine, ici, je pense qu'on propose divers moyens. Il y a une approche, mais il y a divers moyens, mais les moyens ne sont pas normés dans le sens où il y a des obligations d'utiliser tel moyen plutôt qu'un autre. Voilà, juste une mise en garde. Merci, Florence Lebeau. Je vous présente maintenant Marina Kaplan, qui est diplômée en ingénierie pédagogique. Elle est chargée de projet technopédagogique et technopédagogue au service de l'audiovisuel de l'UQAM. Elle est responsable du Carrefour technopédagogique, donc Marina Kaplan, qui va nous présenter, pour conclure, en fait, c'est sur le site web, n'est-ce pas? C'est ça. Merci. Bonjour à tous. Il y a quelques survivants, donc c'est bon. On va voir comment ça va se passer. Alors, nous... Hop, voilà, déjà, vous l'avez derrière. Donc, le site web, là, moi, je ne vais pas vous parler de l'accompagnement que je fais auprès des professeurs, mais vraiment, je vais être la représentante de toute une équipe, en fait, qui a conçu et produit ce site web, qui est à l'initiative, en fait, de Stéphanie Tremblay, qui a été accompagnée aussi par Véronique, mais aussi tout le service de l'audiovisuel de l'UQAM. Donc, je vais les citer parce qu'ils ont fait quand même un travail assez monumental. Julie Martel, Jimmy Gilbert et Hélène Chalifou. Vous allez comprendre pourquoi. Tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui, donc les principes de la CUA, les vidéos que vous avez vues ce matin, la CUA, donc la description, les principes, les variabilités des apprenants, les intégrations d'enseignement, ce qu'en dit la recherche, mais aussi des vidéos sur nos professeurs qui ont participé au projet pilote. À chaque fois, vous avez des vidéos sur avant, pendant et après le projet pour avoir justement leur ressenti. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Les 3 principes, vraiment, avec... tout à l'heure, vous avez eu un tableau qui vous a été présenté, donc avec la vue d'ensemble, mais aussi le détail par principe. Donc, la description, des exemples pratiques, parce que c'est ça, souvent, qui nous parle le plus. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que je fais, en fait, la CUA, comment je peux le mettre en place? Donc, par exemple, pour le premier principe, offrir des options sur le plan de la perception. Vous avez des liens, français, anglais, je préfère le préciser, mais vous avez aussi, surtout, des fiches pédagogiques. Et c'est là dont on va faire appel à vous et que la communauté de pratique peut être mise en place. Il y a à disposition pour l'instant une seule fiche parce que ça va être alimenté par la suite si je clique, classe inversée, fiches pédagogiques en fait sur des outils ou des modalités d'apprentissage. On parlait beaucoup, tout à l'heure Madame citait, elle entendait des collègues qui disaient j'ai pas le temps de mettre la CUA en place, ça demande beaucoup de choses. Dans ces fiches-là, par exemple, la classe inversée, on explique ce que c'est pour ceux qui auraient besoin de précision, mais vous avez surtout des exemples pédagogiques, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas de matériel, ou j'ai du temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas de matériel, et j'ai les 3, souvent je suis supportée par mon institution. Ça paraît simple, mais c'est souvent ça, c'est j'ai pas le temps, qu'est-ce que je peux faire avec, ou j'ai pas d'argent. On parlait tout à l'heure de matériel comme des télévoteurs, des outils, des vidéos. Vous imaginez bien, si on veut tout faire ça, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, comment je peux faire? Peut-être qu'il y a des choses existantes dans les institutions ou des services qui peuvent nous aider, nous accompagner à le faire. Donc, c'est là où vous êtes invités à partager vos expériences, Brigitte, tu as toute une collection d'outils, je le sais, donc tu peux faire plein de fiches, des télévoteurs en tout genre. Véronique, tu as fait le plan de cours. Steve, tu as fait les évaluations. Vous avez tous chacun déjà dans le groupe à l'interne des fiches à proposer, mais je sais aussi dans le public, il y a des gens, parce que là, on a mis la classe inversée, mais chacun aussi a des notions différentes de comment on peut faire la classe inversée, comment on peut utiliser des télévoteurs. Donc, n'hésitez pas à déposer, mais aussi à commenter des fiches qui sont là, parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir, qu'on va justement venir
nourrir en fait ce cycle-là. On parlait d'interdisciplinarité, n'hésitez pas à commenter des choses qui sont là aussi ou à proposer justement des comités de travail peut-être éventuellement. Donc pour chaque principe, j'étais ici, des fiches pédagogiques et également d'autres ressources, des images, des vidéos qui vous permettront en fait de venir alimenter vos pratiques. Vous avez également des études de cas qui sont répertoriées post-secondaires et secondaires. Là, toujours pareil, si vous en avez à nous faire parvenir, n'hésitez pas. On parlait tout à l'heure de la préparation à l'épreuve uniforme de français. Donc vous avez une explication et si ça vous intéresse, lorsque vous approfondissez la lecture, on vous pose des petites questions sous la lumière de la CUA, comment vous allez mettre ça en place avec bien entendu des pistes de solutions. On ne vous laisse pas réfléchir dans les airs. Ensuite, vous avez une boîte à outils qui vient recenser en fait l'ensemble des documents importants du site web, donc toutes les fiches pédagogiques, mais aussi les tableaux principaux et autres listes d'accessibilité. Vous avez aussi des points de marqueurs, par exemple, comment respecter un PowerPoint, comment faire ce genre de choses, qui sont là-dedans. Une FAQ, bien entendu. On entend souvent la surcharge de travail lorsqu'on veut mettre la CUA en application. Donc là, vous avez toutes des questions qui vont un peu démystifier la CUA, notamment, monsieur parlait du terme universel, là, ça en fait partie. Donc vous avez des réponses à des questions plutôt basiques, si je peux dire là-dessus. Donc là, ce sont les grandes sections, mais c'est surtout ici en bas, un questionnaire. Êtes-vous CUA? Vous avez la possibilité de vous auto-diagnostiquer. Vous faites de la CUA sans vous rendre compte que c'est de la CUA. Justement, peut-être, Paul disait, moi je lis le texte à voix haute. C'est une des applications. Donc comment savoir quel niveau vous êtes rendu? Parce que souvent les professeurs disent, moi je dois faire table rase de tout, ça va pas, j'aurai jamais le temps. Donc faites peut-être ce petit diagnostic-là. Donc il y a 25 questions. Je ne vais pas vous les faire, vous inquiétez pas, j'ai que 10 minutes, donc on va aller vite. Mais par exemple, je vais vous lire la première. Lorsque vous enseignez, représentez-vous les concepts importants par plus d'un moyen. Exposé magistral, représentation schématique, notes de cours, vidéo. Donc à chaque fois, le choix, souvent, parfois, jamais. Une fois que vous avez passé ces 25 questions, vous soumettez vos réponses. Et là, vous avez un résultat qui vous oriente en fait vers différentes sections du site web. Vous êtes un peu plus CUA, allez approfondissez telle fiche pédagogique. Vous l'êtes un peu moins, allez réviser les principes pédagogiques, les principes de base de la CUA. Je remonte. Et vous avez ici donc la possibilité de déposer des fiches. On vous a fait des modèles en fait que vous pouvez télécharger en format Word ou en format PDF aussi pour vous aider justement à rédiger ces fiches-là. Donc ça, c'est la partie générique. Mais comme on voulait se rendre aussi accessible, puisqu'on est sur l'accessibilité, il a fallu faire un site web accessible. Il y a des normes et des réglementations qui existent déjà, mais nous, on voulait pousser un peu plus. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, mais il y a des normes spécifiques, c'est le WCAG. Je vois des têtes qui font ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire ce que c'est. Donc, Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Donc, en français, ce sont les normes pour l'accessibilité des contenus Web 2.0. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu tout à l'heure des vidéos, il y avait des sous-titrages. S'il n'y a pas de sous-titrage, on met une description audio-vidéo. Les formats des documents sont toujours indiqués. Si c'est du Word, des PDF, comment on écrit avec des bulles, des points, des bullet points en français, je ne sais plus, des petits points, merci, des listes à puces, voilà. Toutes ces choses-là, en fait, ont été respectées à plus de 80%. Nous avons été accompagnés dans notre démarche d'ailleurs par un organisme spécialisé que je veux préciser, c'est Chao Technologies, qui est d'ailleurs en train de valider tout l'ensemble des points du site web. C'est pour ça que vous n'avez pas l'adresse aujourd'hui. Je vous fais un gros teaser, une grosse introduction, parce qu'ils sont en train de vérifier tout ça pour qu'on soit bien sûr de respecter ces normes d'accessibilité. Vous avez d'ailleurs ici en haut 2 options. Je ne sais pas si vous les voyez très très bien. Je vais vous les grossir un petit peu plus. Bon, il veut pas. Ok. Comme on est en projection avec le vidéoprojecteur, on voit pas. Va-t'en. Ok. J'ai la possibilité d'accéder à la version mobile. Alors pour ceux qui ont l'habitude de naviguer déjà avec leur téléphone, ce qui fait c'est que ça s'adapte. En fait, vous avez souvent déjà vu ça lorsque vous consultez un site web sur vos tablettes ou divers supports, le menu change. Je vais juste le remettre normal. Oui, voilà. Vous avez également ici cette petite option. Lorsque vous passez la souris, on vous dit voir les options d'accessibilité. Pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui ont des problèmes de photosensibilité, il y a la possibilité de changer les contrastes. Donc, je vais vous montrer les 3.
Donc, vous voyez l'effort qui a été fait au niveau de l'accessibilité. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas, c'est que par exemple toutes les nuances, par exemple le bleu sur le fond blanc, qui a été testé aussi avec des outils pour justement les personnes qui ont des sensibilités respecter ces normes-là. Je ne parle pas, bien entendu, aussi des normes au niveau de la navigation des claviers et des personnes qui ont aussi des logiciels de synthèse vocale pour leur permettre aussi de naviguer dans le site web. Donc un gros travail aussi au niveau de la conception que je vous invite à consulter, mais surtout à faire vivre, parce que c'est vous qui allez faire vivre. Vous parlez depuis le début de communauté de pratique, et c'est là qu'on va vous demander de venir et de mettre de l'eau au moulin, si je peux dire, parce que sans ça, on parle de diffusion du message, c'est là où on a besoin de vous, si je peux dire. Donc oui, vous avez toutes les informations là-dessus, sur la CUA, les principes, mais c'est le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire à petite échelle? Là, vous avez des petits outils gratuits pour vous aider déjà à faire un PowerPoint correctement. Je parle de PowerPoint, mais ça pourrait être d'autres choses. Donc, n'hésitez pas et à contacter aussi les personnes qui font partie de l'administration de ce site web-là et à suggérer aussi vos idées. Voilà, j'ai tenu mon temps. Eh bien, je trouve que ça termine très, très bien, ce colloque, avec tous les moyens. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous voulez ajouter, allez-y. Oui, j'ai quand même fait un gros suspense en vous disant que le site web est encore en ligne, mais vous allez le recevoir dans pas longtemps, une fois que Ciao va valider ça. Donc, vous allez être contactés. Toutes les personnes qui sont membres ici, vous allez recevoir l'adresse, bien entendu. Oh, on est privilégiés. C'est bien, c'est une bonne chose, ça, qu'on ait ça, l'information. Merci beaucoup, Marina Kaplan. Et merci à Brigitte, Joanne, Isabelle également. Merci à... c'est Steve. Vous savez, René, son cousin, est vraiment sympathique aussi. Steve est sympathique. Paul, Véronique, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie Tremblay. Je renvoie d'ailleurs, il y a plusieurs documents mis en ligne, donc pour les gens qui sont plus ou moins familiers avec la CUA. Vous avez le site. C'est sur le site, Marina Kaplan, sûrement? Une bonne partie. Très bien. Et ça fonctionne déjà, Alors, vous avez triché, vous avez regardé mon adresse parce que c'est une adresse en développement. Oui, c'est une adresse en développement. Ce n'est pas l'adresse définitive. Ah, ben, c'est bien. Vous avez Vous pouvez nous suivre comme ça. Oui, très bien. Alors, j'aimerais remercier, évidemment, particulièrement Paul ainsi que Florence, qui sont les organisateurs de cette journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'organisation? Je ne voudrais pas commettre d'impair. Donc, pardon? L'équipe du Crispèche. Bon, très bien. Alors, l'équipe du Crispèche et Florence, oui? Je vais faire sortir de l'ombre aussi les membres du comité organisateur, c'est-à-dire Hélène Trifiro de l'Université de Montréal, Dolores Otero de l'Université du Québec à Montréal, Marie Blain du Collège Marie-Victorin, Nathalie Giguère du Cégep du Vieux-Montréal et Dominique Allary, non, c'est parce que j'ai eu quelqu'un faire la main derrière, Dominique Allary du Collège Montmorency. Sans leur appui, on parlait tantôt des références aux directions et aux services étudiants. Alors, il y a la très haute direction, mais il y a aussi des directions importantes, celles qui sont près du terrain, qui jouent les mid-between, si je peux dire, et celles-ci ont été vitales pour le projet. Merci, mesdames. Si vous le voulez bien, oui, nous allons les applaudir. Remercier notre animateur aussi. Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci. Alors, on a commencé le colloque par un proverbe africain. On va terminer par le même proverbe. Il me semble que ça se prête bien. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci et à bientôt. Est-ce qu'il y avait autre? Il y avait un mot de clôture. Ah, j'avais pas de... Il y avait un mot de clôture, normalement. Oh, je suis désolé, vous aviez un mot de clôture? Merci à vous. C'est vous qui avez... C'est vous? Attendez, on va s'enregistrer à l'arrière. Je suis vraiment désolé, je l'ignorais. Hein. Je savais pas de mot de clôture. Ça va? OK.
Ah bon, ben très bien. Merci, désolé.